Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, ya my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir que cette vidéo sera peut-être la dernière vidéo du mois d'août. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé il y a quelques semaines de ma chirurgie définitive en fait à cause de mon problème neurologique. Well, c'est en début de semaine prochaine. Donc je vais avoir besoin en fait de temps pour me reposer. Je pense que je vais avoir besoin d'au moins 2-3 semaines pour me reposer. Donc enfin, je sais pas si cette vidéo sera la dernière en tout cas du mois d'août. Peut-être que j'en ferai une si je me sens bien, enfin si je récupère vraiment bien et que je suis pas en crise de douleur, etc. En fin de mois. Du coup je vais voir si je fais une vidéo du coup en fin de mois, mais sinon bah on se retrouve tout simplement au mois de septembre. Passons du coup à l'histoire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une histoire qui fait la une des médias depuis pratiquement un mois, enfin un mois, un mois et quelques jours en tout cas. Il s'agit d'une ancienne histoire qui s'est déroulée en 2015, qui a eu un update fin juin de cette année. Du coup, nous allons donc parler de la disparition de Rudy Farias. Rudy, ou plutôt Rudolph Farias, est né le 1er octobre 1997 à Houston, au Texas, et il est le fils de Gianni Santana et Rodolfo Farias, un agent de police de Houston. Alors Rudy avait un demi-frère nommé Charles Uresti que sa mère a eu du premier de ses 8 mariages, et apparemment Charles et Rudy étaient super proches, enfin ils étaient meilleurs potes, enfin ils s'aimaient en fait, c'était des frères qui s'entendaient merveilleusement bien. Malheureusement Charles est décédé le 13 février 2011 à 21 ans seulement d'un accident de moto, et sa mort en fait, son décès a brisé son petit frère Rudy au point où en fait celui-ci va développer un stress post-traumatique et une dépression sévère. Malgré ça, Rudy continue à vivre sa vie jusqu'en 2014 où il va perdre son père. Son père qui était un agent de police va se suicider non loin du poste de police, et à partir de ce moment la charge mentale de Rudy s'est vachement alourdie et ça se remarquait de plus en plus physiquement. On atterrit donc le 6 mars 2015, ce jour-là aux alentours de 18h30, oh my god j'ai du mal à parler. Rudy est sorti du coup de chez lui pour aller promener les 2 chiens que lui et sa mère avaient. Le problème c'est que Rudy ne va jamais rentrer, mais les chiens vont rentrer seuls à la maison. À la vue des chiens qui rentre sans Rudy, bah en fait la famille commence à s'inquiéter en mode enfin qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, enfin like what the fuck. Donc ils se sont rendus au parc où il était censé se rendre avec les chiens, et dans le parc du coup à un endroit ils vont retrouver son portefeuille et son inhalateur, mais aucune trace de Rudy. La mère de Rudy va néanmoins attendre le lendemain, c'est-à-dire le 7 mars 2015, pour aller déclarer la disparition de son fils à la police. Et donc après qu'elle ait déclaré la disparition de son fils à la police, une enquête a très rapidement débuté et ils ont commencé à chercher Rudy. Enfin, il y a eu plein de bénévoles qui sont venus, les gens se sont mobilisés, etc. Et les recherches ont commencé pour retrouver Rudy. Gianni, la mère de Rudy, va aller jusqu'à créer une page GoFundMe, du coup, enfin, c'est une cagnotte en ligne pour pouvoir financer les recherches du coup qui sont faites en dehors du cadre de la police. Donc ça va être les recherches, ça va être par exemple pour financer les panneaux. Je sais pas si vous voyez les panneaux quand on conduit là, bah en fait tu peux payer du coup pour afficher la tête de la personne qui a disparu avec le numéro à contacter, etc. Donc elle va faire une page, elle va créer en fait une cagnotte du coup pour financer les recherches de son côté, de son fils
de son côté. Du coup, depuis 2015, bah en fait, il y a les recherches ont continué, l'affaire n'a pas été classée, enfin, toutes les recherches étaient encore actives, même si il y avait très peu de pistes, etc. Donc, depuis 8 ans, voilà, on est là, il y a l'enquête qui est en cours, les recherches du côté de la famille qui est en cours, etc. Jusqu'à la fin du mois de juin de cette année, où un miracle va se produire. Alors, je sais que vous allez être choqués, mais je suis pas très croyante, hein, mais en tout cas, pour moi, je pense que 2023, c'est l'année des miracles, parce que le 29 juin 2023, Rudy a été retrouvé inconscient près d'une église dans la ville où il a disparu, pas très loin du domicile du coup de sa mère. Donc la nouvelle en fait explose partout dans les médias, en mode les gens sont en mode like what the fuck, il a été retrouvé après 8 ans, oh my god, quel miracle, like wow, oh my god, tout le monde était content, tout le monde était en mode, et en fait dès que j'ai vu cette histoire, je me suis dit c'est shady. Je voulais faire cette vidéo, il y a une vidéo sur cette histoire depuis en fait le moment qu'on l'a retrouvée, mais je me suis dit attendons en fait pour voir. Attendons. I mean, just wait. Et j'ai eu raison d'attendre parce que quand les policiers, du coup, ont emmené Rudy à l'hôpital et que ils ont attendu qu'il se revienne à lui, etc., pour lui poser des questions, demander où il était, pour éventuellement retrouver son kidnappeur ou quelque chose du genre, pour savoir en fait ce qui s'est passé, c'est là que cette histoire est devenue un truc de malade. Je m'explique. Rudy va apprendre aux autorités que il est rentré chez lui le lendemain de sa disparition, mais que sa mère a choisi de continuer à mentir en fait à la police, aux bénévoles, en fait à au monde entier par rapport à la disparition de son fils. En gros, son fils était réapparu, son fils était chez elle à la maison. Et elle disait en fait à tout le monde, elle faisait la maman, je sais pas, la maman qui a perdu son enfant partout dans les médias en mode aidez-moi à retrouver mon fils, enfin voilà. Elle a choisi de continuer à mentir à tout le monde. Du coup les policiers vont demander à Rudy mais en fait pourquoi tu n'es pas sorti de la maison pour, enfin là en fait, tu as disparu à 17 ans, enfin, on comprend pas, etc. Et c'est là qu'il va leur expliquer que sa mère avait une emprise psychologique, en fait, sur lui, qu'il avait perdu son père et son demi-frère, et que sa mère était la seule personne qui lui restait au monde, qui n'avait pas envie de la perdre. Du coup, en fait, elle le manipulait pour que il reste caché à la maison. Pendant ce temps, elle fait croire au monde entier que son fils a disparu. Notez que la maison dans laquelle vivait Rudy et sa mère Gianni, en fait, il l'a partagé avec la grand-mère de Rudy. Et du coup, comme la grand-mère, elle était malade, et elle souffrait de démence, elle ne posait absolument pas de problème. Elle pouvait voir Rudy passer. Personne ne la croirait de toute façon si elle disait « j'ai vu Rudy ce midi », en fait. Les gens vont dire « elle souffre de démence, donc bon... » Voilà. Les seuls moments où le secret se complique, c'est quand la famille vient à la maison. À ces moments-là, Gianni demande à son fils de se cacher dans sa chambre, de s'enfermer dans sa chambre. Et Rudy, en fait, va raconter que ces moments-là, en fait, ont été des moments qui ont été très difficiles pour lui parce que il était enfermé dans sa chambre pendant qu'il entendait, en fait, sa famille rigoler, vivre leur vie sans lui. D'autre part, comme Rudy a été en fait coupé vraiment de tout contact avec, limite presque tout être humain pendant 8 ans environ, il a en fait développé des limites au niveau en fait de ses moyens de communication avec les autres. Il avait du mal à communiquer en fait par rapport à avant sa disparition. Rudy racontera aussi que pendant en fait les 8 ans qu'ont duré sa soi-disant disparition, il a eu plusieurs contacts avec la police. Des fois par exemple c'est quand il était en voiture avec sa mère du coup pour aller quelque part et que la police demandait à sa mère de se garer en fait pour un contrôle. Donc quand ces moments-là arrivaient, sa mère lui demandait de donner un faux nom et un faux prénom. Et vu que c'est pas Rudy qui conduisait, les policiers ne vont pas aller vérifier son identité, enfin ils s'en fichaient un peu. Mais en fait, pour vous dire à quel point cette dame, elle était
culotté. Rudy va aussi raconter que l'un des arguments que sa mère utilisait en fait pour l'obliger à rester enfermé chez eux, c'est le fait que en fait il avait une soi-disant contravention et elle lui disait que si il se faisait voir, si il disait à tout le monde qu'il était revenu, que la police allait le mettre en prison à cause de cette contravention là. Qui va en prison pour une contravention? Ok. Du coup, quand les gens en fait vont poser des questions à Rudy, que ce soit les médias ou les policiers, etc., quand ils vont lui demander mais en fait pourquoi t'es resté, il va leur répondre que sa mère avait une emprise. En fait, elle ne l'obligeait pas physiquement, elle ne l'empêchait pas physiquement de sortir, de rester enfermé, mais c'était en fait une emprise psychologique. C'était tout simplement de la manipulation et il ne pouvait pas, en fait, il n'arrivait pas à sortir de cette emprise. Alors aujourd'hui, Rudy est pris en charge par les services adaptés et il ne souhaite plus jusqu'à la fin de ses jours avoir aucun contact avec sa mère. Et franchement, Rudy, tu as raison. You go Rudy. Il ne veut plus aucun contact avec sa mère et franchement, il a raison, totalement raison. Donc voilà, il souhaite du coup continuer sa vie, rattraper le temps qu'il a perdu, trouver un boulot, fonder une famille. En fait, il a dit, ça c'est l'un de ses rêves, il veut voilà, fonder une famille, etc., etc. Et la chose que moi je vais trouver complètement dingue, mais que je comprends, c'est qu'au moment où on s'attend que cette femme qui a fait gaspiller des moyens financiers, le temps des policiers, de tout le système judiciaire, etc., des bénévoles, etc., etc., au moment où on s'attend à ce que cette femme soit inculpée, le système judiciaire a décidé que, bon, bah en fait, bon, il n'y aura pas d'inculpation. Ok, quand j'ai appris ça, j'étais très irritée, mais en même temps, j'ai compris, en fait, parce que à partir du moment où Rudy a atteint la majorité, il est devenu en quelque sorte complice de ce que sa mère faisait. Et en fait, si on inculpe sa mère, ils seront obligés, je pense, d'inculper Rudy. Et en fait, ce serait tout simplement en fait en rajouter à ce qu'il a déjà vécu. Est-ce que ça en vaut la peine de lui rajouter en fait, de lui en rajouter tout simplement? Je ne pense pas. Donc je comprends en fait cette démarche qui est tout simplement de ne pas l'inculper, de ne pas poursuivre cette femme en justice. Et pendant que je travaillais sur cette histoire, j'ai appris en fait un nouveau mot que je ne connaissais pas, bigamiste. Parce que j'ai appris que cette femme, tous ses ex-maris vont la cataloguer en fait de bigamiste, tout simplement parce que en fait elle se mariait, elle n'attendait pas de divorcer. Et elle se remariait alors que en fait son autre mariage est toujours valide. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc en fait, j'ai appris en fait un nouveau mot et j'ai appris que cette femme, elle était une bigamiste. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est juste une personne qui fait tout en fait pour avoir de l'attention en fait. C'est ce qu'on appelle en anglais une attention whore. Elle est prête à tout pour avoir de l'attention. Elle a vu du coup l'attention en fait que les gens lui ont apporté pendant les premières heures qu'ont duré la vraie disparition de son fils. Et du coup, en fait, elle a aimé cette attention qu'on lui a apportée et elle ne voulait plus lâcher cette attention-là, tout simplement. Du coup, quand son fils est revenu, en fait, elle était prête à sacrifier la vie de son fils pour continuer à obtenir cette attention-là. Je trouve ça pathétique, mais en fait, je me dis qu'il y en a vraiment, en fait, on arrive à un stade où faut commencer à faire des études psychologiques des gens avant d'autoriser les gens à avoir des enfants. Parce que si c'est pour autoriser des gens tarés comme ça à avoir des enfants, pour qu'ils détruisent la vie de leurs enfants comme ça, c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine. Je trouve ça vraiment dégueulasse, les gens prêts à tout en fait pour obtenir de l'attention. Vraiment, je ne les supporte pas. Et je me demande en fait ce que les membres de sa famille attendent. Je sais pas si on peut le faire, mais moi si j'étais un membre de sa famille, j'aurais tenté en fait de l'enfermer dans un centre psychiatrique parce que en fait ce genre de personnes prêtes à tout pour obtenir de l'attention, tu ne sais pas en fait ce qu'il serait capable de faire demain juste pour revoir son nom dans les médias. Et ça, c'est flippant. Bref, je vais m'arrêter là parce que cette histoire, c'est n'importe quoi. Enfin,
Enfin, je dis pas que c'est n'importe quoi en mode n'importe quoi, le fils, etc. Je dis n'importe quoi parce que la mère, elle devait pas être nette dans sa tête. Je pense qu'elle est pas du tout nette dans sa tête. Donc je vais m'arrêter là avant de commencer à insulter ses morts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être en septembre pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.